Hello, hello! Alors aujourd'hui sur Wellness Impact, j'accueille Gérald Faure. Gérald, c'est un entrepreneur qui a construit des boîtes à plusieurs millions d'euros, des équipes, du patrimoine, bref, la réussite visible. Alors vous allez voir que Gérald, il n'a pas arrêté plusieurs sociétés parce qu'il était ruiné, parce que ça marchait pas, mais parce que à un moment donné, il s'est battu contre des moulins à vent, parce qu'il pédalait en fait dans le mauvais sens, pour reprendre ses termes, et parce qu'il y a eu des moments aussi où il avait envie de rien. Donc dans cet épisode, on va évidemment revenir sur son parcours et ses switches. En gros, Gérald, il va nous raconter ce qu'on ne voit absolument jamais sur les réseaux sociaux. Cette prison dorée à certains moments, le poids de l'argent, le poids aussi des responsabilités de chef d'entreprise, la peur du manque au moment même où il avait le plus d'argent. On va voir énormément de sujets et notamment aussi des mythes toxiques de l'entrepreneuriat, des injonctions que tu peux voir partout sur les réseaux sociaux, surtout en ce moment, et de pourquoi on s'accroche à tout prix, même quand ton corps t'envoie des signaux. Et justement, dans cette vibe un peu de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, eh bien, on a surtout parlé de pourquoi c'est assez toxique, voire néfaste pour un entrepreneur, de copier le modèle des autres et ce qui peut mener droit au désalignement. Vous allez voir, cette conversation, elle est cash, directe, sans bullshit, comme j'aime. Avant qu'on commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker, de partager, et notamment à tous les entrepreneurs qui pourraient se reconnaître dans notre conversation. Et bien sûr, toutes les informations de Gérald se trouvent en description. Je te souhaite un bel épisode. Je suis trop contente de t'avoir, Gérald. Moi aussi, mais tu m'as mis la pression là, en me disant qu'il y avait trop peu d'hommes sur ton podcast. Donc du coup, je me dis, il va falloir peut-être que j'adapte mon discours à l'audimat de ce podcast. Je sais pas. Non, je vais essayer d'être sincère et comme d'hab, mais ça me fait super plaisir. Tu m'as mis un peu la pression, hein, je t'avoue, avec ton intro. C'est vrai que sur Wellness Impact, il y a énormément de femmes que j'ai reçues, d'entrepreneurs féminins. Mais il y a quand même quelques hommes. Attention, Gérald. Mais c'est vrai que tu fais partie des 10% que je reçois sur le podcast. Mais comme je te le disais, c'est pas du tout une volonté. C'est comme ça s'est fait comme ça. Et ma volonté, c'est que ce soit assez équilibré dans les points de vue. Bref. Attends, juste un truc. Juste un truc. Moi, j'ai le même problème. Ah bon? Bah, en fait, moi, j'ai beaucoup de mecs. J'ai beaucoup de mecs dans mes programmes. Je dois avoir 80% de mecs. Et en fait, pareil, c'est pas voulu. Mais ce qui est drôle, c'est que dans mon mastermind, j'ai beaucoup de mecs. Mais dans mes accompagnements individuels, j'ai beaucoup de meufs. Donc, c'est drôle. Je pense il y a pas que ma tonalité parce que je change pas de l'un à l'autre. Hein. Je crois même que je suis plus bourrin dans mes accompagnements individuels que mes accompagnements de groupe. Et oui, c'est possible. Mais par contre, je pense qu'il y a une histoire aussi le produit, le programme en tout cas, est important aussi sur ce genre d'énergie, tu vois. Et c'est vrai que le mastermind, c'est plus développer business. On parle de vente, on parle de trucs un peu plus bourrins. En consulting, on est un peu plus smooth. Ouais, mais je pense que c'est un peu plus yang en fait. Tu vois, si on devait reprendre un peu ces termes-là, yang, gang, tout ça, ça se Ouais, rapproche. c'est marqué derrière. Et ce qui est drôle, c'est que les nanas qui sont dans le mastermind sont des énormes bourrines. Elles sont très, très yang, justement. Ben oui. C'est des nanas qui bourrinent de ouf. Donc, tu vois, je crois que c'est pas une histoire de mec ou de meuf, c'est une histoire de. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, on va en reparler parce qu'effectivement, je t'ai sollicité parce que j'avais envie qu'on parle de ces thématiques de perte de sens, de perte d'envie. Parfois, tu te fais chier dans ton business, t'as plus le goût à rien, etc. Je sais que toi, t'as eu des phases comme ça par le passé qui sont arrivées, donc j'avais trop envie de t'entendre là-dessus, et aussi pour que tu puisses aussi nous partager, parce que je vois passer pas mal de contenu sur tes réseaux où t'en as parlé de ça, de ton parcours, des prises de conscience que t'as pu avoir, des moments qui ont été plus difficiles, est-ce que t'as frôlé le burn-out ou pas, tu vois, parce qu'aujourd'hui c'est un peu galvaudé, tu vois, c'est triste de dire ça comme ça, mais c'est devenu un peu pas la mode, j'irai pas jusque là parce que vraiment c'est une souffrance énorme d'être en burn-out, mais bon voilà, donc on va revenir là-dessus. Mais d'abord, il y en a plein qui te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu Ouais, fais dans la vie? avec plaisir. Alors, moi, je fais du conseil. J'apprends à des entrepreneurs et j'accompagne des entrepreneurs à développer leur boîte sur différents points. Le marketing, parce que nos métiers dans le monde de l'industrie de la formation, du consulting, c'est 80 voire 90% de marketing, qu'on le veuille ou non. Et donc, en gros, j'aide à avoir les idées plus claires sur ces sujets-là à travers différents programmes, sur différents niveaux d'avancement, etc., d'entrepreneuriat. Et donc ça, c'est une première partie. Après, on parle de vente, on parle de structuration de business, puisqu'au bout d'un moment,
fait grossir des boîtes. Mais l'idée, c'est pas qu'elle capote en cours de scale. Donc, du coup, on évite la crise de croissance. Et donc, ça passe par la structuration. Bref, marketing, vente, structuration. Et après, il y a tout ce qui est alignement aussi de l'entrepreneur avec sa boîte, avec sa famille, dans sa vie, son étape de vie. Et c'est là où on aura plein de sujets, je pense, en commun à traiter aujourd'hui. Avant ça, j'ai eu deux précédentes activités. J'ai eu un organisme de formation qui accompagnait les créateurs d'entreprises que j'ai vendus. Et avant ça, j'ai eu une startup dans le e-commerce qui permettait à des e-commerçants de gagner de la marge en facturant de l'upsell via des abonnements. Donc voilà, ça a été mes deux premières expériences. Et à chaque fois, j'ai eu cette petite crise je sais pas si on se dit de la 25e, ça se dit pas, mais bon bref, aux alentours de 25 ans, j'ai changé ma première boîte de e-commerce, j'ai shifté et donc je pense qu'on aura des trucs à se raconter sur ça. Et ensuite après, à 30 balais, quand je me suis séparé, etc., j'ai aussi changé de vie. Donc j'ai fait plusieurs fois ma mue, quoi, disons ça. Et à chaque fois, tous les 5 ans, genre, il y a eu une période comme ça, c'est toujours tombé comme ça, sans le vouloir, quoi. Ouais, sans le vouloir, évidemment. Après, moi, l'élément déclencheur dans ma dernière boîte, c'est ma séparation, mon divorce, puisque on était 3 associés et une des associées, c'était ma femme. Donc, quand j'ai eu l'occasion de dire, OK, je vous vends mes parts si vous les voulez, comme ça, vous passez de 25 chacun à 50, puisqu'on était à 50, 25, 25. Donc, je dis, moi, je sors, etc. Et donc, ça a été une super occasion pour moi aussi de prendre le temps de se reconstruire après une séparation, m'occuper de mes enfants, m'occuper de moi, et trouver enfin un truc qui me plaît, quoi. Enfin, un truc qui te plaît. Ça veut dire que, est-ce qu'on peut revenir en arrière, on rembobine, c'est comme dans les films, là. Je voudrais savoir, donc, à la base, t'es ingénieur. Je sais que t'as fait une école d'ingé, mais t'as jamais été ingénieur au final. T'es tout de suite bifurqué dans l'entrepreneuriat. Exactement. En même temps, je faisais l'école d'ingé, je jouais dans un club pro de rugby et en espoir, donc ça occupait le plus clair de mon temps. Et en plus de ça, je faisais du freelancing, je faisais du dev en freelance pour gagner de l'argent. Donc j'étais multi-activité, et quand tu fais une école d'ingé, surtout quand tu as la prépa intégrée, il faut un peu te concentrer, quoi. Et j'étais pas concentré. D'accord, ok. Et quand tu décides d'être entrepreneur, donc là, tu as dit que tu as fait des shifts plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous raconter le gros shift? Parce que tes boîtes, elles marchaient quand tu as fait des shifts. C'est ça qui est assez impressionnant dans ton parcours, chez les entrepreneurs qui réussissent et qui, pour autant, se disent « Ok, je veux faire autre chose de ma vie ». Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce moment? Ouais, en gros, si tu veux, quand j'ai monté ma première boîte, ma boîte de e-com, donc qui s'appelait Spicy Checkout, première année, comme tu dis, ça fonctionne bien. On fait 6,4 millions de chiffres, 2,2 millions de résultats. Et deuxième année, on fait 6,8 millions de chiffres et 1,8 million de résultats. Donc ça marche bien. Ça me permet en fait de valider plein de trucs. Et quand on regarde à la fin de ces 2 ans, je me retrouve avec des bureaux immenses, avec d'énormes coûts de structure, une équipe d'acharnés de boulot, mais d'acharnés dans la vie. Tu vois, j'ai écrit une équipe de tueurs, plein de produits, plein d'obligations, plein de trucs, etc. Et en fait, sur le papier, quand tu te mets à la place d'un mec de entre 25 et 30 balais, c'est top. Tu vois, j'avais la voiture qui va bien, la meuf qui va bien, la petite vie qui va bien, l'activité sociale qui va bien, etc. Mais tout ça, c'était juste des éléments extérieurs de réussite. En fait, vu que je n'avais pas fait ce truc-là pour les bonnes raisons, je me retrouvais avec plein d'engagements, mais que je n'avais pas voulu. Et tu sais, il y a la fameuse phrase, tu fais un boulot que tu veux pas pour payer un lifestyle dont tu n'as pas besoin, pour impressionner des gens que tu n'aimes pas. C'est exactement là-dedans que j'étais. J'ai eu une première partie de ma vie où je faisais du rugby à haut niveau. Quand je suis parti de mon village, quand je suis parti de ma campagne du Sud-Ouest pour aller dans ce fameux club donc à Bordeaux, ce qui est devenu l'UBB par la suite, donc à Bègles, quand je suis rentré au centre de formation, tout le monde, j'étais persuadé que tout le monde, je rectifie ma phrase, j'étais persuadé que tout le monde allait me souhaiter du malheur, que j'allais me planter. Et en fait, vu que j'avais moi-même peur de me planter, ça m'arrangeait de dire, en fait, les gens veulent que je me plante. En l'occurrence, les gens, ils avaient autre chose à foutre que la petite vie de Gérald Forst. Hein, voilà, tu vois, mais ça, bon. Et donc, je suis parti à 15 ans de chez mes parents pour faire ça. Donc, de mes 15 à 25 ans, j'ai fait que du rugby, quasiment. Et en fait, j'étais persuadé de ça. Du coup, je me suis rendu compte que le rugby, malgré les 2 ans passés dans le club pro, etc., c'était pas ce que j'allais faire toute ma vie. Parce que, ok, c'était cool sur le papier, mais il y avait des choses à faire que j'étais pas ok de faire. Et donc, du coup, je me suis démotivé. Ça, c'est un petit peu, d'un point de vue extérieur, ce qu'on peut considérer comme un échec. Alors qu'en fait, réellement, maintenant, je comprends que c'est juste réajuster le cap, quoi. Mais bon, à ce moment-là, je me dis, ok, il y a un peu un truc d'abandon. Quand ça devient dur, je bosse plus, nanana, tu vois. Et
Et je me dis, ça va être perçu comme un échec. Et vu que tout le monde attendait que je me plante, je suis en train de leur servir la soupe là. Et donc je me suis dit, non, je vais monter une boîte. Et là, ce coup-ci, interdit de se planter. Et je vais en mettre plein la vue. Et ça Je a vais en mettre fait... plein la vue. T'as quand même ce Ouais. truc de je Ah veux ouais, de ouf. prouver. Ah, bien sûr, de ouf, de ouf. Mais surtout que quand en fait, je me rends compte que les gens, ils ont autre chose à foutre que parler de ma petite vie. En fait, ils sont pas spécialement bienveillants, mais ils sont pas spécialement malveillants non plus. Et donc, quand ils te voient, ils sont sympas. Quand ils te voient pas, ils t'oublient. Tout ça, et je me suis dit, mais en fait, je me bats contre des moulins, quoi. Fameux Don Quichotte, quoi. C'est vraiment ça, le truc. Et c'est quand j'ai rencontré Romain Collignon. En fait, d'ailleurs, la graine, elle était plantée. Sinon, je serais pas allé vers Romain pour rejoindre son programme, son mastermind. Bah, en fait, très rapidement, on a parlé de ça. Et on a fait des travaux sur justement la vision, la mission, etc. Et ça a permis de comprendre en fait que je faisais pas les choses pour les bonnes raisons et que ce que je voulais atteindre plus tard, j'étais absolument à l'opposé. J'avais pris le chemin dans le mauvais sens, quoi. Et donc j'ai réglé tout ça et ça a fait ma deuxième boîte après. Ok. Et pour revenir un peu là-dessus, ce que je comprends, dis-moi si je me trompe, mais dans les clés de lecture que tu m'as données, c'est que en fait, tu disais que tu n'avais pas les bons drivers. Donc en fait, ça veut dire que tu avais des ancrages très forts, des croyances très fortes de la réussite, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est ça. Est-ce qu'il y avait aussi ce côté, ce que tu disais pour les mauvaises raisons, est-ce qu'il y avait aussi ce côté, quand tu dis prouver, un peu revanche, un peu. Est-ce que tu penses que c'est lié justement à des insécurités que tu as pu avoir quand tu étais plus jeune, tu vois, à ton histoire vraiment, ton éducation, ta Ouais. personnalité ou pas du tout? Alors je me dresse un peu contre cette idée qu'on se construit sur ses douleurs, qu'on se construit sur ses pains, etc. J'aime pas ça parce que déjà, on est dans l'ère de la victimisation. Pas faux. Et donc, quand je dis ça, alors évidemment, je ne sais pas qui nous écoute, mais peut-être qu'on aura un auditeur qui va dire « Ah ouais, non, mais en fait, c'est encore une phrase de gros bourrin. » En fait, pas du tout. Je pense que si tout le monde se victimise, ce qu'on fait, c'est qu'on invisibilise les vraies victimes. Les gens qui ont vraiment vécu des trucs pas cool. En l'occurrence, moi, je ne suis absolument pas légitime, même si je sais, il n'y a pas d'échelle dans la douleur, nana. Moi aussi, j'ai YouTube et j'écoute les coachs. Même s'il n'y a pas d'échelle dans la douleur, moi, je ne peux pas revendiquer avoir une enfance difficile. Je viens de la classe moyenne supérieure. Mon père était architecte, ma mère était fonctionnaire. J'ai fait du sport. À chaque fois que j'avais une minute devant moi, je faisais du sport. Je vivais à la campagne, dans un cadre giga privilégié. J'ai des grands frères et sœurs. En gros, ils sont vachement plus vieux que moi, donc j'ai pas grandi avec eux. Donc c'est comme si j'avais eu, tu vois, moi j'ai 23 ans d'écart avec ma sœur. Donc c'est comme si j'avais une deuxième maman, mais encore plus cool. Donc même ça, tu vois, c'était pas chiant. J'avoue. Au rugby, ça se passait bien. À l'école, j'étais un petit branleur, mais j'étais le meilleur de la classe. Je me suis pas fait bully dans les couloirs. Bref, tout va bien. Donc, j'ai pas le droit de me plaindre. Tu vois, quand j'ai des conversations avec des gens qui ont réellement vécu des trucs badass, si tu veux, voilà. Et j'ai été beaucoup complexé par ce truc de, on se construit que dans la reconstruction. Enfin, on se construit pas, on se reconstruit, quoi. Et ça, c'est hyper excluant. C'est mes premiers pain points, tu vois. Ils ont été de justement pas se sentir éligible justement à être un entrepreneur accompli parce que pas de mission divine. C'est-à-dire que je savais pas exactement pourquoi j'étais né et comment j'allais impacter le monde. Je savais pas quelle était ma douleur sur laquelle je devais me reconstruire, etc. Donc en fait, pendant que t'es là, t'es en train de réfléchir à plein de trucs, sauf à avancer sur les trucs qui te font kiffer, quoi. Ok, donc ça veut dire que c'est un peu. ouais, Voilà. Tu vois, je suis un peu c'est militant dans plus. ce truc-là. Ouais, mais c'était vraiment une question parce qu'il y en a pour qui effectivement c'est vraiment lié à ça, tu vois, ce côté-là. Mais du coup, ce que je peux en déduire, dis-moi si je me trompe, mais c'est plus lié finalement à l'âge en fait. On se pose pas toujours les questions à 20 piges de c'est quoi la réussite. D'ailleurs, à 35, pas forcément non Oui, plus. exactement. Ce que j'allais dire. Voilà. Mais on se pose pas forcément les questions de c'est quoi la vie qu'on veut plus tard. Tout le monde en parle aujourd'hui, mais tu vois, je vois énormément de posts passer sur fais un business au service de ta vie, mais quand on s'est pas posé les questions, mais même à tout âge, hein, c'est compliqué d'avoir un business qui soit aligné, comme on dit, à ce qu'on veut, ou en tout cas qui ait du sens. Tu parles aussi de quelque chose qui est très important, tu vois, la mission. Je trouve que c'est un peu des légendes urbaines, tu vois, je suis assez d'accord avec toi sur le côté, on n'est pas obligé d'avoir des missions, une mission de vie. En plus, ça veut dire quoi, tu vois? Ça veut dire qu'on est juste voué à faire un truc dans notre vie, pas changer, pas évoluer.
J'ai fait le stage de Franck Lobé, tu vois qui c'est? Ouais. Il a dit un truc giga violent. Normalement, c'est des trucs qu'il raconte pas trop sur YouTube, donc j'espère qu'il m'en voudra pas. Mais j'ai trouvé ça génial. En fait, il y a une nana trop sympa. En plus, c'était un couple et je m'entendais trop bien avec eux. Donc vraiment, il y a aucune animosité dans ce que je vais dire. Mais la fille du couple dit à un moment, non, mais moi, je veux réussir ma vie. Et lui dit, ok, je vais te parler de mon neveu. Alors, je pense que c'est du storytelling, mais mon neveu s'est fait écraser par un camion à 4 ans. Est-ce que tu considères qu'il a pas réussi sa vie? Ça veut dire quoi ton truc, tu vois? En gros, et à quel moment, en fait, c'est quoi le cahier des charges? Le cahier des charges sociales, en fait, de réussir sa vie, tu vois? En sachant qu'en plus de ça, nos émotions fluctuent à longueur de temps. Donc, on pourrait dire non, mais c'est juste quand je suis bien à un instant T. Mais tu sais, quand moi j'ai développé ma boîte, ma prison dorée, j'étais ultra bien au moment où je l'ai fait. C'est juste qu'à un moment, tu ouvres les yeux et tu dis ah ok, la situation me va plus. Et tu rectifies tu rectifies la stratégie. Mais c'est ça. Mais sa mission de vie, réussir sa vie, tous ces trucs-là, je trouve que c'est des injonctions. Alors ça fait vendre des trucs sur YouTube, hein, comme on disait. Mais je pense que ça nous fait plus d'inaction que réellement autre chose. Et si on poursuit un peu dans ton parcours, tu construis du coup ta deuxième boîte. Et justement, qu'est-ce qui a changé par rapport à la première, les enseignements que tu as eus pour te dire, OK, cette fois-ci, je le fais pour les bonnes raisons, ce que toi, tu appelles à ce moment-là les bonnes raisons. Alors déjà, quand je me suis rendu compte que je me battais contre des moulins à vent, je me suis dit, attends, mais ça marche bien pour toi, continue à croire ça. C'est ça le pire. Je me suis dit, attends, mais c'est un scam, mais tu te scams tout seul et ça fonctionne. Tu gagnes de l'argent, t'es bien, socialement ça se passe bien, mais continue ton délire. Donc ça, bon, après au bout d'un moment, je me suis quand même botté le cul et j'ai lâché le truc. Et j'ai monté une boîte, du coup, qui s'appelle l'Incubateur. Et je l'ai fait un peu par opportunisme, parce que je savais pas quoi faire. J'avais plein de personnes qui venaient me voir en me disant c'est cool le chemin entrepreneurial que t'as fait. J'avais déjà développé mon podcast, donc du coup j'avais ma visibilité. Tu peux m'aider à faire ceci ou cela. On a développé un programme du coup avec mon épouse à ce moment-là et du coup un autre associé. Donc ça s'est fait un petit peu par opportunisme. Et ce qui s'est passé après, c'est que je me suis donc c'est une boîte qui me plaisait parce que elle me crée du statut, elle servait vraiment les gens qui en étaient clients. On faisait la reconversion professionnelle. En gros, on apprenait à des gens et surtout des femmes. Là, on avait surtout des femmes de 35 à 40 ans qui avaient eu une première carrière, très souvent des nanas qui vivent plutôt en région, pas trop de parisiennes, et qui veulent pour la première fois de leur vie, parce que la vie leur a pas laissé l'occasion, ou elles n'ont pas pris d'ailleurs elles ont pas pris le temps de le faire, s'occuper d'elles. C'est-à-dire qu'elles ont été la fille un peu modèle des parents. Ensuite, elles ont trouvé un mec, ça a été un peu la femme parfaite, nana. Et ensuite, elles ont fait des gamins, ça a été la mère des gamins. Et puis, elles se retrouvent avec un crédit sur la baraque, un crédit sur la bagnole, etc. Et elles sont toujours pas occupées d'elles. Donc, c'est très lié à ce que tu fais, hein, au final. Hein. Et donc, nous, on l'aidait à structurer le projet entrepreneurial. Donc, ça, je kiffais. Ce truc, c'est que organisme de formation, je vais pas te l'apprendre, c'est une usine à gaz. Et quand tu es le dirigeant d'un truc comme ça, en fait, tu es très, très peu en contact avec les personnes que tu accompagnes. Moi, je les voyais de temps en temps dans les témoignages. Parce qu'en fait, je voyais sur mon compte Instagram qu'on publiait des témoignages, donc je les écoutais, je les regardais, mais c'était même pas moi qui les sélectionnais, c'était pas moi qui les publiais, tout ça, donc vraiment déconnecté, très fort. Toi, tu faisais quoi là dans la boîte? Tu faisais quoi? En gros, je gérais les 27 salariés. On faisait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, donc du coup, tu as les enjeux financiers. Je gérais toute la réglementation avec les différents organismes qui nous permettaient d'obtenir de l'aide au financement de la formation. Type Pôle emploi, CPF, etc. Voilà, je faisais ça et c'est déjà pas mal, parce que quand tu as 27 salariés et 11 millions de chiffres, tu as ce que j'appelle une vraie boîte, quoi. Et j'appelle ça une vraie boîte parce que je veux plus de vraie boîte. C'est pour ça, je l'expliquerai plus tard. On va y revenir justement là-dessus, sur la vraie boîte. Mais tu as des vraies obligations, tu vois. Et donc voilà, et j'avais plus l'impression d'être un DAF que réellement un coach ou un consultant ou quelqu'un qui accompagne. Donc, tu kiffais ce que tu faisais en fait, à ce moment-là? Comme j'ai un profil d'ingé, ce que j'ai adoré, c'est faire l'ingénierie de ce truc-là. C'est-à-dire mettre en place la distribution, en l'occurrence, aller faire des partenariats avec tous les infopreneurs de la place, mettre en place le juridique, mettre en place la fiscalité, mettre en place l'équipe,
mettre en place les outils, tout ça, j'ai adoré. Donc, faire ce qu'on appelle le build. Mais le run, c'est chiant parce qu'en fait, tu passes ton temps à coller des rustines, quoi. Et c'est pas et moi c'est pas mon truc, quoi. Moi j'ai besoin de bâtir des trucs. En tout cas, j'ai besoin d'être connecté. Toi, t'as un profil beaucoup plus build et tu t'ennuies dans le run du coup? Non, je m'ennuie pas si je vois l'impact de mes trucs. Mais en gros, aller étudier le nouvel amendement qui est passé qui est passé il y a quelques semaines pour voir comment la Caisse des dépôts va adapter la réglementation du CPF, je vais pas te mentir, ça me fait chier. Moi, j'ai plus envie d'aller parler à Brigitte qui est en train de se reconvertir, qui a été la secrétaire de son mari pendant des années. Du coup, elle a zéro confiance en elle. Ça y est, elle vient de faire enfin un truc pour elle et elle veut qu'on l'aide à avoir un positionnement, trouver ses premiers clients et obtenir de l'expertise perçue. Ça me fait kiffer. D'accord. Plus qu'aller discuter de ce que des députés complètement déconnectés de la vie vont imposer au monde réel, quoi. Et ça a duré combien de temps, ta deuxième boîte? Un peu plus de 3 ans, je crois. Ok, donc pendant 3 ans, tu builds, t'es à fond la caisse. Est-ce que donc tu dis que tu kiffes parce que ça correspond aussi à ton profil d'ingé et puis à ta personnalité, hein, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe alors après? En fait, au bout d'un moment, déjà la santé se dégrade. Parce que j'allais te poser la question, mais j'attendais. Ouais. La santé, aussi bien physique que mentale, elle se dégrade. Alors, j'ai pas fait de grosses dépressions. Tout à l'heure, tu as lâché le mot burn-out, etc. Je pense pas avoir vécu ça. En tout cas, le burn-out, c'est quelque chose de médical. C'est une problématique de chimie. Hein. Il y a des hormones qui sécrètent plus que d'autres. Et c'est tout. C'est ça le burn-out. Hein. C'est pas un fantasme qu'on lit dans Femme Actuelle. C'est un truc genre médical. Je ne crois pas avoir vécu ce truc-là. Par contre, j'avais envie de rien. Les gens qui avaient des passions m'insupportaient. Tu vois, tellement ça me saoulait. J'étais saoulé de tout. J'avais envie de rien. Et quand je voyais des gens, mais vraiment kiffer les trucs, j'étais là, moi, c'est con. Tu vois, rends-moi ces abrutis, tu vois, ces imbéciles heureux. Mais juste pas parce que je les insultais à eux, parce qu'en fait, c'était le proxy, en fait, c'était le miroir de mon manque de tout, en fait. J'avais envie de rien. Du coup, je bouffais. Je montais à 121 kilos. J'avais pas d'activité, pas de passion. Mes potes me gonflaient, mes amis, je les voyais, j'avais toujours mon cercle. Ma famille, oui, j'y allais, mais j'avais l'impression de partir en croisade à chaque fois, d'aller en mission, tu vois, en mission humanitaire, tu vois. Quand j'allais voir mes parents, quand j'allais voir mes frangins, alors que voilà, et j'étais désagréable tout le temps. Donc en fait, c'est vraiment les symptômes d'un escargot qui est en train de crever dans sa coquille, toi. L'image, elle est comme ça. Et ça a duré les 3 ans ou c'était vers la fin? C'était à quel moment? Ouais, je pense que ça doit être un an, à la moitié, tu vois, un an et demi avant la fin. Et le coup de grâce, ça a été, on a eu un gros contrôle de la Caisse des dépôts, ce qui est tout à fait normal. Et on a eu 3,4 millions de 3 400 000 euros de bloqués, donc qui n'ont pas été reversés, le temps du contrôle. Et, donc là, j'ai retrouvé, au moment où il a fallu, on avait 3 semaines pour répondre à ce contrôle-là, j'ai retrouvé en fait ma hargne quand il a fallu répondre à ce contrôle, parce que j'avais du build à faire. Et donc, on a répondu, machin, etc. Et au-delà des 3 semaines, il y avait 3 mois, on était prévenus, il y avait 3 mois d'étude de notre réponse. Tu as 3 semaines pour répondre et eux, ils ont 3 mois pour étudier et en tirer des conclusions. Et là, tu ne peux plus rien faire. Parce que, du coup, 3,4 millions, c'était beaucoup d'argent. Énorme. Ouais, quand tu as 27 salariés, que tu as des charges, tu as presque 20 000 balles de bureau tous les mois, etc. Au final, tu te rends compte que notre EBITDA, on faisait 11 millions, mais notre EBITDA, elle n'était pas de 11 millions. Hein. On avait évidemment beaucoup de charges. Mais là, à ce moment-là, tu dis, OK, je vais faire du cost killing. Je suis obligé de renvoyer mon équipe par prévention pour être sûr que, en fait, à l'issue, je ne sois pas obligé de dire, je ne peux pas vous payer. Ça, c'était hors de question. Donc, du coup, on fait du cost killing, on arrête plein de trucs, etc. Et là, après, le grand silence, le grand vide. Il ne passe plus rien. T'attends. Et moi, attendre, c'est pas un truc, c'est pas mon énergie. Ouais. À cette époque-là, je fais pas de sport. J'ai pas de passion, comme je t'ai dit. Vraiment, à part mon taf, j'ai rien. Et là, mon taf est au point mort. Donc, j'attends. Et le 27 décembre, on reçoit un email. Donc, j'étais avec Alice, mon ex-femme, et on est dans la forêt des Landes, dans ma famille au Pays Basque et Bordeaux. On est dans la forêt des Landes et ça capte mal. Et là, on voit juste une notif Gmail de la réponse, mais il y a tellement pas de réseau qu'on peut pas avoir la réponse. Tu vois, je me rappellerai toute ma vie. Et donc, du coup, on cherche quelque chose. Ouais, donc du coup, on sort de l'endroit où on est, on va essayer de retrouver du réseau, etc. Bref.
Et on a la réponse. En gros, je te le résume, c'est pas comme ça que ça a été écrit, mais le contrôle est terminé. On va vous faire dans les prochaines semaines des propositions d'optimisation. Voilà, boum, on redébloque les fonds, naninana. Amen. Le 2 janvier, on reçoit 1,7 million sur le compte. Donc, tu vois, ça se débloque. Voilà. Et ensuite, après, à peu près, je sais plus, février, mars, on reçoit le reste. Parce que du coup, il y a le fameux décalage, tu sais, le décalage de paiement. Là, ça s'applique. Même s'ils ont gardé 3 mois, ils vont pas tout remettre d'un coup, ils refont le truc. Et donc là, je me dis, ça y est, c'est terminé. Mais je me dis, je ne veux plus jamais avoir à revivre ça. Ouais, parce que là, en fait, tu te rends compte aussi que ton business, il dépend de l'État, quoi, de la Caisse des dépôts. Ouais, alors. En partie. Oui. Alors, il dépend en grande partie de la Caisse des dépôts. Mais surtout, je me rends compte que pour avoir ce genre de business-là, je suis obligé d'avoir en face, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, ce niveau de stress. Est-ce que tu continues de l'accepter, quoi? Risque, reward. À l'époque, c'est 3,4 millions, c'est à peu près l'équivalent de mon patrimoine net. Je me dis, si jamais ils ne me payent pas et que je dois liquider ma boîte, en gros, il va falloir que je liquide mes avoirs perso pour pouvoir à peu près compenser le truc, machin. Et en fait, je comprends les mecs qui sont en garde à vue et qui avouent des trucs qu'ils n'ont pas fait. Parce que quand le niveau de stress, il est aussi haut, moi, tu m'aurais fait avouer ce que tu voulais. Ouais. Donc, en fait, l'avocat, ça a été le meilleur des psys parce qu'il a été très factuel. Psy, mais tu sais, un peu paternaliste, c'est-à-dire un peu coup-de-pied au cul. Et en mode, dit, écoutez, ça fait partie des règles. Vous voulez être organisme de formation, vous acceptez les contrôles. Vous passez votre permis de conduire, vous acceptez des contrôles d'alcoolémie. Ça fait partie du contrat quand vous recevez votre papier rose. Et pendant qu'on est en train de valider que vous êtes alcoolisé ou non, vous êtes à 0 km/h au bord de la route. Votre contrôle, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas travailler tant que vous êtes en contrôle. Il dit, c'est la même chose. C'est juste que là, il y a plus de stress. Parce qu'en fait, c'est des montants. Au bout d'un moment, tu as ton chiffre qui te fait stresser. Là, on avait largement dépassé mon chiffre. Largement dépassé mon seuil d'alerte. Et donc, je me suis dit, OK, je veux plus ce genre de business. Il faut que je trouve autre chose. Et je pense que ce truc-là a été l'élément déclencheur de plein de choses dans ma vie. Déjà, ma remise en forme. Je me suis remis à faire du sport et à haute intensité. Très certainement, ma séparation. Très certainement aussi le fait de changer de cadre de vie, d'être beaucoup plus reculé à la campagne, etc. Aussi, j'ai fait le tri dans mes relations. Enfin bref, tu vois, ce truc-là, ça m'a juste permis de me connaître à moi. Il y a des trucs que je veux et des trucs que je veux pas. Et savoir tu dire gardes. Ouais. Et savoir dire non, on va y revenir. Tu gardes cette boîte à ce moment-là où tu te dis, j'arrête la boîte. non, je peux pas arrêter. Quand tu as les engagements, ça c'est le truc où je vais être un peu plus bourrin, tu vois. C'est en gros, j'ai pris des engagements. J'ai pris des engagements avec des gens, mes partenaires commerciaux, mes collaborateurs. Parce qu'en fait, quand tu as 27 salariés, il faut comprendre en fait que tu as entre 50 et 60 personnes à faire bouffer avec ta boîte. Ouais, clairement. Voilà. Tu as une grosse responsabilité. Donc voilà, ça, mes clients. Et puis accessoirement ma famille, ma meuf, mes gosses, mes parents. Enfin, tu vois, genre les gens qui comptent sur toi, quoi. Et donc non, je claque pas la porte comme ça, parce que ça serait pour moi de l'inconscience. Ce que moi j'appelle de l'inconscience. Ouais, pas de manière universelle, non, mais pour le coup. me concerne. Okay. Non, et mais donc, jusque-là, je te comprends. Et donc là, je me dis, ok, maintenant, tu te bouges le cul et tu essaies d'améliorer ton ambiance interne. Tu essaies de faire un truc qui te fait kiffer. Et donc, je mets ça en tâche de fond. C'est-à-dire que je continue à faire tourner la boîte. Et d'ailleurs, la boîte, elle a grossi encore par la suite. Et je me dis, ok, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Et c'est là où après, je me suis dit, ok, ce qui me manque, c'est le contact avec le bénéficiaire de la formation. Donc, je relance une activité de consulting, je relance un mastermind, je me remets, moi, à faire du delivery. Et voilà. Et puis, je me lève tous les matins à 6h30 pour faire mon sport. Comme ça, à 7h30, c'est terminé. À 8h, j'amène ma fille à l'école. J'essaie de prendre une soirée par semaine avec ma meuf parce que, du coup, ce truc-là, ça nous a quand même. En fait, tu sais, quand tu as un problème au travail, tu arrives, tu vas voir ton mec, ok, tu lui dis, bon, le boulot, ça va pas. Là, on a le même boulot et on a le même problème. Donc, en fait, le soir, t'as plus de. Même si on cloisonnait bien, t'as pas mais c'est compliqué. Tu fais que parler de boulot, en vrai. Et quand tu vas voir tes potes qui, eux, ont une vie classique, avec des standards classiques, et que tu leur dis, bon, j'ai 3,4 millions bloqués sur un compte à la Caisse des dépôts, je sais pas quand je vais m'en sortir. Et là, tu dis, ah ouais, moi, je vais juste essayer d'amener ma meuf à Disney à Noël, tu vois, donc je sais pas de quoi te répondre. Tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste qu'en fait, tu t'es complètement, t'es pas sur la même partition, quoi. Du coup, tu te sens seul à ce moment-là? Ouais, mais je le vois pas négativement. D'accord. Parce qu'en fait, la solitude, moi, ça me réussit. C'est comment dire, c'est un truc. Quand il y a du bruit, quand il y a du bruit, je suis pas à l'aise. Moi, je suis plutôt à l'aise
à l'aise seul, ça me permet de réfléchir. Et voilà, mais je te donne un exemple. Je suis retourné à l'église à ce moment-là. Donc moi, j'ai une éducation catholique. Voilà, j'ai été pratiquant pendant une grande partie de ma vie. J'ai arrêté ça et j'y suis retourné à ce moment-là. Pas parce que en fait, il y a eu une intervention divine pour m'aider à débloquer mes dossiers à la Caisse des dépôts. Ça, je n'y crois pas. Mais juste parce qu'en fait, j'ai repris du temps pour moi et pour ce qui comptait. C'est ça le truc, tu vois. J'ai repassé du temps plus qualitatif avec mes enfants aussi. Voilà, ce genre de choses. D'accord. Est-ce que si c'était pas de la solitude que tu ressentais, c'était de l'isolement parce que tu disais que ces problèmes, personne les vivait, c'était toi qui les vivais. Donc l'entrepreneuriat, ça peut aussi isoler dans nos Oui. problématiques. Est-ce que toi, t'as ressenti ça ou non, jamais, et c'est pas un sujet, on passe à autre chose, quoi. Ouais, mais moi, l'isolement, il était bénéfique. L'isolement, il a été volontaire. Pour aller boire des coups avec mes potes, t'inquiète pas, hein, je vis dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, toutes les conversations sont autour d'un verre de vin ou autour d'une bière. Donc, j'aurais pu aller boire des coups avec mes potes, j'aurais pu retourner au rugby, faire des trucs, j'aurais pu faire ce genre de choses-là. Puisque là, j'avais besoin de me poser des questions et c'était pas dans le bruit que j'allais avoir ces réponses-là. Ouais, ok. Et donc là, on est en quelle année? Ouais, ça doit être ça. Ça doit être 2023. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis, alors, Gérald? Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai arrêté déjà de chercher la boîte parfaite qui plaît aux autres ou qui correspond au bouquin que tu peux acheter à la Fnac, quoi. J'ai essayé de me concentrer sur les trucs qui m'amenaient de la joie, en acceptant que la joie, c'est volatile. Parfois, je suis heureux pour un truc et le lendemain, ce même truc va me rendre plus heureux ou beaucoup moins heureux. Donc, en gros, c'est essayer de m'écouter et d'être connecté vraiment à ce qui se passe. Et je suis sorti des injonctions. Alors, je voudrais justement qu'on revienne sur boîte parfaite et injonction. Pour toi, c'était quoi? Parce que finalement, tu t'étais un peu mis des légendes, des croyances, tu vois. Qu'est-ce qui a changé? Quand tu dis boîte parfaite, tu vois, on en voit partout sur les réseaux sociaux, donc tu sais de quoi je parle, hein, je pense qu'on a les mêmes sujets en tête. Qu'est-ce que tu as lâché? Qu'est-ce que tu as accepté de lâcher, en fait? Mais regarde, si je te prends un exemple. Si tu regardes les réseaux sociaux, on va te dire, OK, sors de l'opérationnel, ne mets plus les mains dans ton business. Ça, voilà, OK, c'est ce que tu dis sur les réseaux sociaux. La réalité de ça, c'est que moi, et c'est pas universel, c'est moi, ce qui me plaît, c'est de passer du temps avec mes clients. Tu me sors ça, il n'y a plus d'intérêt dans ma boîte. Tu meurs. Je ne vois plus d'intérêt. Il y en a qui se passionnent pour les tours Eiffel en allumettes, tu vois, il y a un film là-dessus, Dîner de con. Il y en a qui se passionnent pour faire des prévisionnels de trésorerie. Bon, moi, ce truc-là, ça m'emmerde. Mais si quelqu'un est passionné par ce truc-là, il faut qu'il reste connecté à ce truc-là. C'est aussi simple que ça. Moi, ce que je veux, c'est passer du temps avec mes clients. Ce que je veux, c'est réfléchir à mes stratégies marketing. C'est ce qui me drive. Alors oui, je pourrais, si j'écoutais les gourous d'Internet, déléguer, nani, nana, mais ma vie n'aurait aucun sens parce que je prendrais pas de plaisir. Et tu vois, la mission de vie, soit tu vois, tu l'as et c'est ok, soit tu l'as pas et c'est ok, tu vois. Mais il y a rien de pire, je pense, que de chercher un truc, tu sais, une sorte. Ça, c'est une injonction, tu vois. Avoir un why, un machin, un truc. Il y a des gens qui ont fait des trucs de ouf et qui n'avaient pas de why. Ils avaient juste envie de kiffer l'instant présent. Et ça en fait pas des mauvais entrepreneurs. Moi, j'étais persuadé que ça en faisait des mauvais entrepreneurs. Et donc ça, c'est une injonction. Si, tu vois, je pense, j'ai une cliente dans mon mastermind qui s'appelle Nina. Nina, elle travaille sur tout ce qui est médecine chinoise et elle retravaille surtout sur la rééducation autour de l'alimentation. C'est sa mission de vie, elle ne bullshit pas. La meuf, elle a plus de 40 balais, elle a des gosses, tu vois, elle a la tête posée, tu vois, elle est pas, tu vois, elle est pas perchée de ouf, etc. Tu sais qu'elle est sincère quand elle dit ça, c'est ma mission. D'ailleurs, elle n'a même pas besoin de te le dire. Moi, je sais pas être comme elle. Donc, je la prends toujours comme exemple. Elle doit en avoir marre d'ailleurs. Je la prends toujours comme exemple. Ça se lit sur son front que c'est sa putain de mission de vie. Mais elle l'a. Moi, je l'ai pas. Est-ce que je vaux moins qu'elle? Non. C'est juste qu'en gros, on n'a pas le même drive. Moi, il va être très relatif à l'instant présent. Et elle c'est l'absolu. C'est pour ça qu'elle a peut-être pas d'intérêt à aller réfléchir à certaines stratégies, machin, etc. Elle doit travailler sur réellement l'impact de son travail dans le monde. Moi, en fait, vu que j'ai besoin en continu, j'ai compris, améliorer mon ambiance interne, c'est-à-dire la conversation que j'ai avec ma petite voix dans ma tête. Je suis content, je suis pas content, j'ai peur, j'ai pas peur, je suis angoissé, je suis pas angoissé, j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Si déjà j'améliore juste la conversation dans ma tête et j'améliore mon ambiance externe, c'est-à-dire les relations, les gens avec qui j'interagis, ça me suffit, j'ai 90% du boulot qui est fait.
Et tu me donnes une transition toute trouvée pour le sujet que j'avais envie d'aborder avec toi aussi. Parmi tous les sujets, c'est justement un peu les mythes toxiques qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ce que moi, je peux appeler aussi les légendes urbaines. On en voit, je pense, de plus en plus. Ça devient... c'est saturé, clairement. Et toi qui as vécu les coulisses, qui as vécu de l'intérieur, tu as un mastermind aussi, donc tu sais ce qui se passe dans cette industrie-là. Donc, quoique, t'es pas que sur l'infoprenariat, toi. T'as aussi Ouais, des gens... on a pas mal de boîtes de services aussi, d'agences, Ouais, de service. prestataires de services, de consultants, etc. Ok. Et notamment, tu vois, je trouve que tous les contenus aujourd'hui, alors pas tous, parce que là tu vas me dire ah ouais, moi je fais des contenus qui ressemblent à tout le monde, mais enfin globalement, il y a énormément de contenus. 90% des contenus aujourd'hui se ressemblent, ont les mêmes injonctions, disent la même chose. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'opérationnel, sortir de l'opérationnel, un business au service de ta vie, etc. Je comprends dans le fond, mais finalement, et ça se voit encore plus, tu vois, quand on fait partie de Mastermind, on copie un peu tu vois, ce qui Oui. se passe ou ce qu'on nous dit ou les modèles des autres, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça et comment toi, tu as réussi à te dire, ok, non, ça, c'est pas moi, c'est pour l'autre personne, comme ton exemple de Nina, tu vois. Comment tu as fait pour, en fait, avoir du discernement, tu vois? En fait, ça me fait penser à la manière dont t'as pas d'enfant, non, je crois pas. Mais en gros, c'est quand on devient parent, tu sais, tout le monde te dit comment il faut faire. Quand tu ouvres des bouquins, on te donne aussi la notice pour bien élever tes enfants et déjà rien que les faire, c'est-à-dire arriver à les sortir. Quand tu te maries, c'est pareil. Quand tu divorces, c'est pareil, etc., etc. Bref, tout le monde est de bons conseils et surtout, je pense que ça part d'une bonne intention, le fait de vouloir proposer sa vision du monde aux autres. Mais moi, je pense que tous ces sujets-là, la parentalité, la vie de couple, l'entrepreneuriat, tout ce qui est aussi cette fameuse ambiance interne, etc. Il y a zéro universalisme. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui marche pour toi, il faut accepter que ça marchera pas pour moi, pas parce que t'es mieux ou parce que t'es moins bien, mais juste parce qu'en fait t'es toi et que je suis moi, tu vois. C'est un peu tarte à la crème, mais si tu regardes, il y a une histoire de pensée unique. Tu ne peux penser que d'une certaine manière. Les méchants, c'est toujours les mêmes. Les choses à faire, c'est toujours les mêmes, etc., etc. Et ben non, il n'y a pas d'universalisme. Et c'est très bien pensant dans la démarche. Mais moi, la bien-pensance, tu vois, c'est pas ma tasse de thé, aussi bien dans la société de manière générale que dans l'entrepreneuriat de manière plus spécifique. Et donc, je pense que c'est ça. Le problème, il est de penser en fait que en fait ma situation que mes actions se projettent sur ta situation. Ça marche absolument pas. Et même quand tu étais plus jeune, t'as jamais justement, t'es pas tombé dans ce panneau des injonctions. Enfin, si un peu, tu le disais tout à l'heure. Si, sinon j'aurais pas fait, sinon j'aurais pas eu ces expériences-là. C'est clair. Et tu penses que ça peut justement être un signal de désalignement profond ou tu vois de se perdre? Ouais, de ouf, bien sûr. J'ai fait une conférence là-dessus. Ma conférence, elle est exactement sur ce truc-là. C'est en gros, à quel moment ce que tu fais aujourd'hui améliore ton ambiance interne, ton ambiance externe, ça on en a parlé, mais vraiment révèle ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. À quel moment tu sors de la morale d'esclave? À quel moment tu sors justement de ces injonctions, de cette indignation? Parce qu'être indigné, monter une activité par indignation, je dis n'importe quoi, je veux sauver. En plus, ça part toujours d'une bonne intention. Mais je veux sauver les ours polaires. Très bien. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand les ours polaires sont sauvés? Il te reste quoi à raconter? C'est quoi t'actives quoi? Tu vois. Ça c'est aussi pareil. Ça c'est une sorte de morale mortifère. Pourtant, ça part d'une bonne intention. Donc voilà, c'est pour ça que je me méfie moi des programmes que pour les meufs, que pour les mecs, que pour les personnes dans telle situation, que pour truc. Parce qu'en fait, souvent on est dans un carcan. Et donc pour te répondre, pour moi, quand tu n'es plus connecté au truc qui te fait réellement, qui active ta volonté de puissance, tu le fais soit pour de mauvaises raisons, soit dans de mauvaises conditions. Si tu fais les choses sans chercher à activer ta volonté de puissance, tu t'en rends compte quand en fait quand tu entreprends pour les mauvaises raisons ou quand tu entreprends dans de mauvaises conditions, ce qui se passe, c'est que tu le fais non pas d'après ton cahier des charges, tu le fais par universalisme ou par injonction, et dans ce cas-là, tu te perds. Ça te coupe toute créativité. Parce qu'en fait, tu réfléchis pas à ce qui te fait kiffer à toi, ce qui t'active à toi, mais tu réfléchis à ce que vont interpréter les autres. Donc ça, c'est la merde. Du coup, ça te fait prendre des choix
ce qui a été vraiment l'histoire dans ma deuxième boîte. Ça te fait faire des choix, ça te fait prendre des obligations que tu n'as pas envie d'avoir pour éviter les réactions de personnes dont au final, déjà, tu n'as pas de levier. Et en plus de ça, il faut savoir si tu as vraiment envie de les impressionner ou pas. Tu vois. Ouais. Je vois. J'imagine qu'en plus, toi qui as un mastermind, qui a des programmes pour les entrepreneurs, tu dois en voir quand même beaucoup. Dans ces configurations-là, j'imagine que ce sujet-là, il te touche, mais il doit toucher aussi des personnes que tu vois, ou même sur les réseaux sociaux, Ouais. ou des potes à toi. Ouais, bien sûr. Ce que j'ai vu surtout, j'ai vu des gens, alors pas dans mon mastermind, mais j'ai vu des gens de l'écosystème il y a quelques années, par justement pression sociale auto-infligée, tu vois. Faire des choix, partir dans des business très sombres qui sont vraiment pas dans mon référentiel de valeur. Les premiers trucs, ça a été quand tout le monde est parti sur la vague des NFT. En gros, les mecs étaient brillants. Là, c'était beaucoup de mecs. Hein. Là, pour le coup, on peut le dire, il n'y a aucun problème. Surtout le sexisme, quand ça concerne les mecs, il n'y a pas de problème. Mais du coup, les mecs sont partis dans cette vague-là. Ils ont laissé leur business. Ils sont partis dans ce truc-là. Bon, ils ont pris soit de l'argent, soit des belles déconvenues, mais bon, ils ont eu leur expérience. Ils sont revenus. Et là, maintenant, certains de ces mecs-là sont partis à fond dans les business OnlyFans et compagnie. Et tout ça, c'est pas par passion. C'est pas par passion de l'OFM, tu vois. C'est juste parce qu'ils ont plus le choix. Ils ont un lifestyle, ils ne peuvent plus baisser la garde. Ils ont un lifestyle qui est démentiel et ils sont obligés de se financer. Et je te passe toutes les arnaques qu'il y a eu, par exemple, ceux qui rachetaient des comptes Stripe pour pouvoir aller refacturer les anciens clients, les arnaques comme ça. Il y en a eu, mais franchement, je peux t'en citer des dizaines de personnes qui ont fait ça. Et donc ça, c'est un des symptômes justement de ces mauvais choix. Tu parles de lifestyle, de tenir son lifestyle. Il y en a énormément, tu vois, qui tiennent à tout prix des entrepreneurs pour garder leur lifestyle ou pour garder leur statut social pour plein de raisons différentes. Et en ce moment, je ne sais pas si tu le vois, mais il y a énormément d'entrepreneurs qui craquent, ou en tout cas qui affichent qu'ils craquent, ou qu'ils ont craqué, tu sais, parce que souvent l'entrepreneur n'affiche pas quand il est en plein craquage. Là, de plus en plus, alors c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, parce que c'est aussi la conjoncture du pays, c'est aussi, enfin voilà, il y a plein de choses qui se jouent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui craquent en ce moment, mais qui pour autant, et tu vois, parce que quand tu leur parles en off, ils craquent. Hein. Tu le sais, il y a tous les signaux, le corps dit stop, ils commencent à se faire chier, tu vois, ça commence à être tendu, ils ont envie de tout plaquer pour certains, etc. Mais ils tiennent. Qu'est-ce que t'en penses de ça et pourquoi tu penses qu'on s'accroche autant, tu vois? Moi, tu connais un peu mon histoire, Gérald. Je me suis accrochée, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur, je me suis accrochée au moins 2 ans. 2 ans, je voulais rien lâcher. C'est quoi cette obsession de tenir à tout prix selon toi? Bah, tu sais, c'est toujours pareil. C'est à quel moment c'est de la résilience, à quel moment c'est de l'obstination. Tu sais, quand on te pose cette question-là, qu'est-ce que tu veux répondre? J'en sais rien. Parce qu'en fait, c'est en gros, c'est un peu comme quand tu te sépares. Tu te dis, mais ça fait 2 ans que j'aurais dû larguer ce mec ou larguer cette meuf. Mais tu prends la décision à un instant T. La veille, tu l'avais pas prise. Et à partir de ce moment-là, c'est bon, t'as pris la décision et tu reviendras pas dessus. Donc en fait, je sais pas quel est l'élément déclencheur, mais peut-être que ça peut être le détour d'une conversation. Ça peut être le fait aussi d'avoir stacké du patrimoine, un parachute, un coussin, etc. Peut-être que c'est aussi quelque chose où tu n'as plus le choix. Au bout d'un moment, ça ne rentre plus et il faut couper le membre gangréné, en l'occurrence la boîte. Je sais pas quel est l'élément déclencheur, mais en tout cas, on a un niveau de résistance qui nous est propre. Là aussi, pareil, il n'y a pas d'universalisme. Et moi, je sais pas si il faut aduler les personnes qui tiennent bon, ou les personnes, ou s'il faut les blâmer, tu vois. J'en sais rien. L'idée, c'est d'avoir le moins de dégâts possible et d'avoir le moins de séquelles. C'est ce que j'ai envie de recommander. Mais il y en a. Ils tiennent bon et au bout de plusieurs années, plusieurs mois, la boîte repart. Oui, aussi. Jamais j'aurais eu ce truc-là. Et il y en a d'autres. Tu dis attends, là tu veux pas forcer un peu là, t'es pas un peu feignant dans ton histoire là. Et pareil, c'est pas ta boîte, donc il faut pas appliquer notre vision du monde à ces entrepreneurs-là. Donc pas d'universalisme encore une fois.
Ouais, mais tu vois, toi, t'as arrêté des boîtes à un moment donné aussi. T'as tenu Mais jusqu'au moment quand où j'ai tu arrêté t'es Spicy, dit. ça avait aucun sens. Quand j'ai arrêté Spicy, ça avait aucun sens. Je t'ai dit, j'ai gagné 2,4 millions et 1,8 million. Je parle vraiment de résultat. J'ai arrêté, tout le monde m'a dit, vends-le ton truc. C'est un business à l'abonnement, ça se valorise. J'ai dit, non, mais vous avez pas compris. Je veux vraiment passer à autre chose. J'en Et ai marre, avec en le fait. recul, tu te dis que c'est une connerie ou... Oh, non, non, c'est pas une connerie parce que dans tous les cas, je l'ai fait avec l'énergie du moment. Je l'ai fait avec l'énergie du moment. À côté de ça, moi, j'ai du patrimoine immobilier. Je me suis pas mis à poil. Hein. J'ai des enfants. J'ai pas envie de baisser le lifestyle de mes enfants. Donc, j'étais pas à poil financièrement. Donc, je l'ai fait. Mais oui, j'aurais pu rentrer dans un process de vente et machin et tout. Et tu vois, mais ça, c'est un peu comme revoir son ex. Tu vois, c'est jamais une bonne idée. Bah là, c'est pareil. Tu vois. Je fais beaucoup d'analogies avec ça parce que pour moi, quand tu quittes une boîte, c'est comme quand tu quittes un partenaire. Ouais. Et enfin, quand tu quittes même une vie, tu vois, et souvent ça va ensemble, hein, d'ailleurs. C'est très lié, hein, ces périodes-là. En tout cas, je l'ai remarqué. Moi. Je suis complètement d'accord avec toi sur l'idée du coup parce que je trouve que l'identité de l'entrepreneur, elle est liée à l'identité de sa boîte. Qui il est quand il est entrepreneur. Et tu vois, la plus grosse, je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça, mais le plus gros mal-être que j'ai pu avoir quand j'ai arrêté ma première société, c'est qui je suis quand je ne suis pas ma boîte. Qu'est-ce que je fais, tu vois. Et ça, c'est quand même, tu vois, un truc hyper... Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te dire, OK, il y a Gérald, et Gérald n'est pas ses résultats, n'est pas son patrimoine, n'est pas, tu vois. J'ai envie de te dire oui, mais comme tout le monde, je suis faillible, tu vois. Donc, j'aimerais te dire oui à 100%, mais c'est pas le cas. Ce qui est pas le cas aussi, c'est la dissociation entre l'individu et l'entreprise d'un point de vue. Enfin voilà, pour moi, il n'y a pas d'un côté l'entrepreneur et de l'autre côté, le civil moyen, tu vois. Non, non, c'est que quand ça va mal au boulot, bah, le soir, je ramène mes problèmes dans mon lit. Quand j'ai une embrouille dans ma vie ou que ça va pas bien avec mes gosses ou avec ma mère ou peu importe, bah, du coup, au boulot, j'ai pas la tête à ça. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas de, je pense qu'on ne sépare pas. Et c'est d'ailleurs dans tous les métiers, c'est comme ça, mais le métier entrepreneur encore plus. Et oui, forcément, quand j'ai un départ dans mon mastermind, je me dis ah ouais, mais du coup c'est ma valeur perso qui est pas qui est pas valorisée. Et en fait non, juste le mec il s'est engagé sur 6 mois. Au bout de 6 mois, il m'envoie un mail en disant c'était trop bien, je veux partir parce que je dois faire autre chose ou parce que ma meuf va accoucher ou je sais pas quoi. Et là je suis là ah ouais non il me quitte parce qu'en fait je suis nul. Mais non oui, mais évidemment je suis soumis à ces trucs-là. Il faut éviter de l'être. Mais pareil on n'est pas parfait. Et par contre moi ça fait longtemps que je ne suis plus c'est là où c'est un peu chiant. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai les côtés négatifs, mais j'ai pas les côtés positifs. C'est-à-dire quand je fais une belle vente, quand je fais un beau chiffre d'affaires, etc., ça ne m'excite plus. Donc en fait, quand j'ai un de mes clients qui s'en va ou quand j'ai un petit truc, bah, c'est vrai que là, je remets en question ma valeur. Mais quand ça marche super bien, je ne la remets pas en question ma valeur. Je ne me revalorise pas. Donc ça, c'est un peu relou, je t'avoue, C'est d'avoir que devenu un les côtés. peu, du coup, un peu neutre. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur de l'argent n'est plus. Enfin, je suis moins drivé par l'argent. Mais c'est l'embourgeoisement en fait. C'est juste classique. Tu vois, c'est l'embourgeoisement. C'est comme ça. J'essaie de bosser dessus, mais je suis un peu fataliste par rapport à ça. Bah, tu me fais une transition toute Ouais, je trouvée sais. parce que justement, il y a énormément d'entrepreneurs qui visent, bah, évidemment, d'avoir beaucoup d'argent avec leur entreprise. Je viens du monde des startups, je connais très très bien le sujet. J'ai été entrepreneur parce que je me suis dit la liberté. Et derrière, c'était direct l'argent. Tu vois, j'ai eu ni l'un ni l'autre. En tout cas, pas suffisamment pour moi. Mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on nous vend que la sécurité, c'est l'argent, la liberté, etc. Que c'est avoir un matelas, diversifier, multiplier ses ressources, bref. Mais toi qui as de l'argent, là justement, est-ce que tu penses que tu peux avoir de l'argent et justement, tu viens un peu de m'y répondre, mais et te sentir complètement vide à l'intérieur? Vide, je sais pas, mais en tout cas avoir la peur du manque. Moi, j'ai eu des peurs du manque au moment où j'avais le plus d'argent. Et comment tu expliques ça? Ben, parce qu'en fait, avoir de l'argent, c'est factuel. Et une peur, c'est pas factuel. C'est irrationnel, par définition. Déjà de base. Donc, du coup, ça se base pas sur la même, sur la même lecture de la vie. Et en fait, ce qui s'est passé, moi, ma peur du manque, elle est par l'embourgeoisement, ou même on pourrait dire l'enlisement, tu vois, genre vraiment quand tu sais, t'as une voiture qui est bloquée au milieu d'un champ et tu sais que tu patines dans la boue, c'est un petit peu ça. Et ça, c'est le manque d'action. Le manque d'action, le manque de levier, le manque de contrôle.
C'est ça qui crée de l'angoisse. C'est pas l'accumulation. Ouais, mais du coup, c'est un très mauvais driver. La peur du manque, je vois très bien de ce que tu veux dire. Moi, ça me fait prendre même des décisions qui étaient pas du tout rationnelles. Alors, est-ce que, et ça, c'est un peu c'est une question ouverte, évidemment, comme toutes celles que je te pose. Qu'est-ce que tu dirais sur le fait de miser ou de tout miser sur une sécurité financière quand on entreprend? Parce que c'est un driver qui est très, très fort. La sécurité extérieure et intérieure d'ailleurs. Hein. La liberté financière, c'est galvaudé comme mot. Toujours pareil, on parlait des conseils YouTube à 2 balles. Bon, mais là, on est pareil. La liberté financière, tout le monde va penser que c'est l'argent qu'on génère. En l'occurrence, c'est absolument le contraire. C'est le poids de l'argent que tu n'as plus. Donc, c'est la maîtrise de tes flux sortants, pas la maîtrise de tes flux entrants. Et donc, une fois qu'on sait ça, que le seul truc sur lequel on a du levier, c'est ce qu'on est prêt à dépenser. Parce qu'on n'a pas de levier sur, même si je suis le giga coach en vente, super fort en marketing, nanani nanana, j'en sais rien de si tu vas vendre ce produit à ce client, quand et à combien, tu vois. J'en sais rien, parce que je suis pas le bon Dieu. Et par contre, je sais que si tu optimises tes charges de telle manière, si tu optimises ton lifestyle perso, etc., c'est du poids que tu as en moins. Et c'est ça, en fait, et c'est ça qui est endogène. C'est ça, en fait, d'un point de vue purement stoïque, c'est sur ça que tu as du levier. Pas sur le choix de tiers qui ne te connaissent pas ou qui t'ont croisé au détour d'une vidéo sur Instagram. Parce qu'eux, ils ont la liberté de te donner de l'argent ou pas, tu vois. Et même si tu améliores ton marketing, etc. Et donc, je pense que c'est surtout ça. Donc, se concentrer sur les choses qui comptent vraiment, le principe du minimalisme, mais pas la frugalité. Moi, je suis pas du tout frugal. J'ai une voiture hors de prix, j'ai 2 maisons, machin, etc. Mais parce que ça compte pour moi. Par contre, je m'habille pour 20 balles par jour, tu vois. Je m'en fous. Et je n'accepte le poids de l'argent que sur les trucs qui me passionnent. Et si on pige ça, on sort de tous ces de cette roue du hamster où il faut toujours gagner plus et machin, etc. Je faisais 11 millions par an, j'avais peur que tout s'arrête du jour au lendemain. Alors que le risque, c'était que moi, je pète en vol, comme ça a été le cas, parce que justement, j'avais trop de charges mentales et financières. Et c'était ça le risque d'arrêt. Tu passes pas de 11 millions à 0. Ouais, non, il fait pas ça. Ça n'est pas possible. Il n'y a pas une vie où ça arrive. Il n'y a pas une vie où ça arrive. Par contre, un entrepreneur qui pète en vol parce qu'il a trop de charges mentales et trop de charges financières, ça arrive tous les jours. On est bien d'accord. C'est quelque chose que je vois trop, en fait, des entrepreneurs qui pètent. Donc, on est notre propre goulot d'étranglement. Alors après, est-ce qu'il faut travailler sur notre mindset autant que le business? Je suis plus sûre, tu vois. Je pense qu'en fait, les deux sont indissociables maintenant, tu vois. Il y a plus... Enfin, j'ai envie de vous dire, prenez des psys, prenez des coachs, voilà, c'est entourez-vous. Tu vois, dans ton intro, tu me disais qu'il y a certains de mes contenus où justement où je me livrais sur ce genre de sujet. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est que c'est les contenus qui fonctionnent le mieux. Donc, soit c'est le goût du sang, qui est apprécié chez les auditeurs, soit on est vraiment sur un problème généralisé. La perte de sens, la perte d'envie, la perte de motivation, tous ces trucs-là. Je sais pas quoi en tirer comme conclusion, mais je pense qu'il y a rien de ouf. Ouais, en fait, je pense que on peut pas généraliser. On n'a pas arrêté de le dire, de pas généraliser dans notre épisode ensemble. Et de toute façon, dans la vie, ça sert à rien de le faire. Mais ma petite idée, c'est aussi que déjà, il y en a qui ne sont pas concernés, déjà d'une part, tu vois, par la perte de sens, etc. D'autres qui vont faire en sorte de pas se sentir concernés. Les troisièmes, ou les deuxièmes et troisièmes, du coup, vont le sentir, l'ignorer ou pas l'ignorer, mais du coup le cacher. Il y en a beaucoup qui le cachent, c'est devenu très tabou. Regarde, dans un mastermind, moi j'en ai parlé à 3 personnes auxquelles j'avais confiance, t'en as fait partie. Je n'ai pas réussi à m'afficher au grand jour en disant les gars, ça va pas du tout, j'ai envie de tout arrêter, j'en peux plus. C'est genre ça me ressemble pas, enfin je vais pas le crier. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'est un peu de la honte, c'est hyper trigger de le dire. C'est un peu comme ça que je l'explique. Tu dois en connaître des gens qui sont pas hyper épanouis et qui en parlent jamais. Mais est-ce que ce truc-là, est-ce que l'épanouissement, c'est un truc qui est autre chose qu'une quête? Parce qu'on a toujours envie d'être plus heureux, tu vois. C'est une quête. Non, mais quand ça dure, tu vois, quand ça dure des mois, tu peux pas rester là-dedans, tu vois.
À un moment donné, il faut trouver des solutions, que ce soit en interne, avec ton entreprise, ou juste en sortir, peu importe. Et encore une fois, c'est le mouvement qui permet de la solution. Oui, complètement. Sinon tu boucles, t'as pas de nouvelles informations. Et du coup, bah, tu sécrètes du cortisol à longueur de journée et c'est là où tu pètes en cours de vol. Et puis tu le sais, sur les réseaux sociaux, ce qui attire, c'est les émotions. Les biais cognitifs, enfin voilà, c'est l'émotionnel, donc que ce soit la tristesse, la colère, la joie, le pleur. Donc effectivement, un entrepreneur qui te dit j'ai craqué, je pars 1 an, je claque tout, bah ça fait réagir. Et d'ailleurs, il y en a, et pour pas les citer, qui jouent là-dessus pour faire leur promo. Ça, je comprends pas, tu vois. Il y en a qui souffrent vraiment. Bon, après, pourquoi pas, mais bon, bref, c'est un autre sujet, mais il y en a qui souffrent. On revient sur l'idée de se victimiser et d'invisibiliser les vraies victimes de quelque chose, quoi. Exactement. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, et il y en a plein, et on en connaît énormément. Et pour faire ce métier-là au contact des entrepreneurs, c'est très tabou. Et c'est un lien de confiance énorme qu'ils me donnent, parce qu'ils me parlent de ce qui va pas. Et ils vont pas en parler sur les réseaux en premier, hein. Ouais, je suis assez d'accord. Tu vois, on a eu l'autre jour, j'ai fait la rencontre de mon mastermind et on pourrait penser que c'est justement très masculin, le fait de pas trop, de manquer de vulnérabilité, etc. Et figure-toi que j'étais giga surpris, parce que j'avais plutôt tendance à penser ça aussi. J'ai été giga surpris quand il y en a eu un premier qui s'est livré. Là, en l'occurrence, on parlait pas trop de la perte de sens professionnel, mais on parlait d'un autre truc assez tabou. Toutes les langues se sont déliées après par la suite. Donc, il y a ce côté où c'est intéressant de le faire dans un cadre sécurisé avec des pairs. Il faut pas non plus que ça devienne ensuite un groupe de dépressifs, tu vois, machin. Au bout d'un moment, il faut aussi être inspiré par des gens qui ne vivent pas ça et qui peuvent du coup nous donner des trucs. Donc, soit se faire coacher, soit être dans des groupes type mastermind ou équivalent. Mais en gros, quand il y a une langue qui se délie, ça autorise les autres à le faire. Donc, faut pas hésiter. Si on est sur le point de bascule, je pense que ça va nous aider à nous, le fait de le verbaliser. Parce que ça peut être clair dans notre tête, quand ça passe par la langue, ça devient vrai, quoi. Ça rentre dans la matière, donc voilà. Et donc, on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour le reste du groupe, hein. Ça peut être important. Ouais, complètement. Merci Gérald, je vois le temps que nous avons pris. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vais mettre le lien de la conférence que tu as fait sur tous les sujets qu'on vient d'aborder en lien dans la description. Trop cool. Tes réseaux, tout ça. Bon, pour tout vous dire, on vient de cut parce qu'apparemment j'étais pas bon en énergie sur mon au revoir, mais c'est juste parce qu'en fait quand je raccroche ce podcast, quand on va raccrocher cette visio, je pars à la boxe et j'ai un sparring. Donc là, je vais devoir retrouver ma volonté de puissance parce que je vais potentiellement ressortir avec des bleus. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on avait fait le podcast, on ne pouvait pas le faire parce que j'avais des cocards. Donc, exactement. Donc voilà, les amis, désolé pour ma baisse d'énergie. J'étais juste en train d'avoir l'appréhension d'aller me faire casser la gueule à la boxe. Léa, merci de m'avoir reçu et j'espère que cette fin est un peu plus mémorable. C'est parfait. Merci Gérald. À bientôt. À bientôt.